Alors, donc, Putler, enfin, je dirais même Poutler, voilà. Enfin, là, vous voyez, ça commence un tout petit peu, enfin, à m'agacer, toute cette affaire-là. Parce que moi, je veux bien qu'en Europe, les connaissances des faits historiques, il est limite zéro, quoi. Mais les faits que ça commence à un peu baisser trop la barre, enfin, c'est un peu énervant. Donc je vais un petit peu mettre mon petit grain de sel dans cette affaire, en vous expliquant un petit peu, enfin, comment tout ça, ça a démarré. Je parle de la deuxième guerre mondiale. Enfin, je dis deuxième parce que comme on va dans le troisième, donc je vais vous expliquer, enfin voilà, les pourquoi déjà. Parce que beaucoup de gens, vous voyez, on dit que oui, c'est parce que c'était un pays humilié et donc son président fou, il s'est levé un matin comme ça, en mettant les pieds gauche sur le sol, et il a dit tiens, je vais me faire des Sudètes, comme ça, ou la Pologne, enfin, ou l'Ukraine, pas pareil. Hein. Juste un mec qui était fou et qui a dit tiens, on était vexés et on va aller se, voilà. Sauf que, vous voyez quoi, enfin, je dis, juste d'être vexé, enfin, je dis humilié, ça suffit pas pour faire une guerre. Pour faire une guerre, il faut avoir des moyens techniques, des moyens humains et des moyens financiers. Et l'Allemagne, enfin, vous voyez, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, c'est un pays dévasté, mais dévasté. Il n'a plus aucune industrie, il a une dette colossale, donc il va payer donc les deux pays qui sortent très bien de cette guerre-là, donc la France et l'Angleterre, et donc leur doit 34 milliards de dollars. D'accord, c'est sur 20 ans, mais enfin quand même, c'est énorme. L'inflation dans ce pays-là, donc je parle de l'Allemagne, il est 29 000%. Enfin, je veux dire, vous voyez, on se trouve dans un pays où les Allemands, enfin, je veux dire, ils ont pas de travail, ils ont pas d'argent, ils ont pas d'industrie, enfin, ils ont pas grand-chose. Et le petit Adolphe, donc, enfin, vous voyez, lui, il voulait devenir artiste à la base. Oui, il se prédisait un grand futur, il voulait devenir un grand artiste, parce que c'est vrai, c'était en plus à l'époque, enfin, je veux dire, il y a tous les mouvements là, des impressionnistes, enfin, des surréalistes, tout ça, enfin, pas encore surréaliste, mais enfin, ça démarre. Donc, voilà, c'est peut-être un moyen de un petit peu, voilà, de s'en sortir, surtout que je crois qu'il n'a pas fait des grandes études, donc, enfin, voilà, il voulait passer des concours de l'école de beaux-arts. Et il n'a pas réussi. Non, il n'a pas réussi. D'ailleurs, s'il aura réussi, peut-être que le monde aura changé, mais ça n'est même pas sûr. Mais enfin, on peut toujours rêver. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a un très très bon livre que je vous conseille. Donc, c'est Éric Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel Schmitt, donc c'est La part de l'autre. Voilà, lui, il s'imagine comment le monde pourrait être si donc le petit Adolphe a pas raté donc son concours de beaux-arts. Parce qu'on continue toujours à dire que tout est la faute au petit Adolphe, voilà, c'est comme tout est la faute à Poupou. Mais c'est un peu facile encore une fois. Donc alors, revenons à voilà. Il rate donc son entrée dans cette école. Il continue quand même de vivre ou de survivre en pignant des petites cartes postales. Donc, il prend des photos et il repeigne. Donc, il vend ça aux touristes. Il fait des déventures de grands magasins, tout ça. Enfin, je veux dire, mais bon, il roule pas sur l'or du tout. Mais en 1920, il fait une rencontre avec un personnage, enfin assez mythique, qui s'appelle Henry Ford. Voilà, enfin, je dis, c'est un industriel très riche, américain, donc qui possède beaucoup d'usines et donc qui fabrique déjà à la base des voitures, voilà, aux États-Unis. Et je sais pas pourquoi, ben, il a trouvé peut-être le petit Adolphe sympathique, mais en tout cas, il le prend sur son zèle. Donc, quand on explique que le petit Adolphe, donc, il a eu des moyens pour voilà, grandir l'Allemagne grâce à l'industrie allemande ou grâce au fait que les gens venaient à ces meetings et lui donnaient des sous, ça tient pas vraiment la route parce que déjà, il n'y avait pas d'industrie en allemand à l'époque et les gens, ils n'avaient pas tellement de moyens pour donner de l'argent au meeting à qui que ce soit. En tout cas, pas suffisamment. Enfin, je veux dire, c'est pas le peuple allemand qui pouvait donner de l'argent à petit Adolphe pour qu'il puisse justement grandir. Non, non. L'intérêt du petit Adolphe, à l'époque, c'était justement, on est dans un pays où il y a plus d'industrie, on est dans un pays où il y a une main-d'œuvre pas chère, et on est dans un pays, comme on veut dire, enfin, euh, qui a une énorme dette. Donc, les entreprises américaines, elles viennent donc s'installer, pas tous, mais enfin la plupart, en tout cas investir dans les entreprises, hein, donc on va dire allemandes. Par exemple, ben, Rockefeller, lui, il possédait, je crois, 30% d'une entreprise de chimie. Enfin, bref, en tout cas, il y a à peu près 5000 boîtes américaines donc qui s'installent. Voilà. Donc, à la base, voilà, donc il fallait une personne au pouvoir qui permette justement de, voilà, de tout ce petit partage. Mais
et donc ça pourrait rouler comme ça, hein, mais sauf qu'il se passe un truc, lequel d'ailleurs on relie jamais, jamais, jamais en Seconde Guerre mondiale, jamais, enfin je dis jamais, jamais, c'est la crise de 29. La crise de 29, bah, c'est pas arrivé encore une fois juste comme ça. D'un seul coup, les gens se sont dit: «Tiens, on va aller chercher notre argent». Non, 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 je dis ça n'arrive jamais comme ça. Il y a toujours une base en préparatif et cette base en préparatif, beh, elle était très simple. On est dans une révolution industrielle. On commence à avoir des usines. Regardez, c'est le film de Charlie Chaplin d'ailleurs, Le Monde moderne, hein, qui montre très bien qui démontre très bien cette situation-là. Donc on est dans un monde où on a des usines, des grosses machines et on a besoin d'une main-d'œuvre pour fabriquer plus en plus de trucs. Hein. Donc, tu as des paysans, hein, qui font à manger, qui partent de la campagne pour venir aux usines pour travailler, donc pour fabriquer des trucs. Sauf que là, on se rencontre avec deux problèmes. La première, c'est que cette fabrication des trucs, elle est beaucoup trop rapide. Donc, toute cette camelote, il faut bien la vendre à quelqu'un. Donc, bon, d'accord, à l'époque, bon, les pays émergents, on n'en parle pas, ils sont même pas encore, enfin, je veux dire, hein, mais les Américains même, voilà, je veux dire, à un moment, le marché, il veut se tuer. Donc, il faut trouver un autre moyen de vendre ces machins. En Europe, ben, eux aussi, ils ont leur un truc industriel, d'accord? En plus, l'Allemagne, donc, on installe aussi des trucs. Donc, finalement, voilà, on commence un peu, enfin, voilà, donc les Européens n'ont pas tellement envie d'acheter des trucs américains. Mais surtout, on a une deuxième problématique, c'est que tous ces paysans qui vont travailler aux usines, ben, ils ne travaillent plus la terre. Et à l'époque, l'industrie agroalimentaire n'était pas encore au point. Donc, on se retrouve avec, comment dire, trop de voitures d'un côté et pas assez de pain de l'autre. Ouais. C'est un peu compliqué, voilà. C'est un tout petit peu compliqué et je pense que c'était un petit peu ça qui a fait qu'on a plutôt choisi d'aller attaquer la Pologne que autre chose. Mais bon, ça, on va pas aller trop vite en besogne. Donc, on est dans un pays, donc, enfin, avec des superbes idées, l'Allemagne, et surtout des superbes idées que finalement plaisent un peu à tout le monde. Aujourd'hui, on est en train de dire, ouais, là, tout ça, les juifs et compagnie, mais enfin, je vous rappelle quand même que l'année où la loi pour donc la supériorité, le respect de la supériorité de la race donc parfaite, genre comme moi, comme ça, ben elle était promulguée la même année où on a fait des Jeux olympiques en Allemagne, des Jeux olympiques d'hiver et d'été. Bah, je veux dire, c'est la première fois dans toute l'histoire de trucs olympiques là, que le même pays a reçu 2 fois donc des jeux d'été et des jeux d'hiver. C'est quand même bizarre, hein? Et personne ne se fâchait en disant que oui, ils ont fait une loi, genre, truc racial, tout ça. Non, ça dérangeait personne. Mais et pour cause. Regardez, à cette année-là, enfin, dans ces années-là, aux États-Unis, les nègres, elles n'avaient pas droit d'aller faire, pipi dans les mêmes toilettes que les blancs. Non, ils n'avaient pas droit de prendre les mêmes bus, aller dans les mêmes cafés et tout ça. Je veux dire, bon, pour les Américains, cette loi, enfin, voilà. En Belgique, enfin, parce qu'on dit les Américains, mais en Belgique, ils avaient quand même un zoo où ils avaient des humains dans les cages et les gens blancs, là, avec leurs petites froufrous, machin, et leurs petites, hein, trucs contre soleil, ils venaient regarder ça. Donc, enfin, je veux dire, ça ne dérangeait personne. Donc, au contraire, c'était plutôt bien vu. Et l'Allemagne, c'était surtout bien vu parce que, aussi, encore une fois, je me rappelle, on a une crise, on a trop de produits, on n'a pas assez mangé, et Petit Adolphe, c'était un personnage parfait, mais parfait, un artiste, un mec qui ne pensait que à son nombril, un peu genre, hein, pas d'enfant, pas de femme, tout ça, complètement, enfin, un peu neurasthénique. Donc, voilà, c'était très facile à manipuler. Mais en même temps, voilà, manipuler, d'accord, mais bon, même si on investit de l'argent, tout ça, on fait de l'armement, d'accord, mais oui, il fallait quand même coudre tous ces fringues-là pour les soldats, oui. Donc là, c'était cousu par qui? Ah, on se demande. Mais en même temps, voilà, Ford a gentiment, pour le début, a offert aux Allemands, on va dire combien ça? C'est 6 000 camions blindés, voilà. En toute la guerre, je crois que c'était 78 000 camions blindés qu'ils ont livrés, d'accord? Et puis 14 000 chars, voilà. C'était gentil de la part de Ford et c'était sans aucune arrière-pensée. Mais bon, c'est juste une petite parenthèse. Donc, ce que je veux dire, c'est que le petit Adolphe, il était hyper utile dans cette situation-là. Mais le petit Adolphe, voilà, une fois qu'il a envahi la Pologne, c'était quand même un peu gênant, quoi. Parce qu'avant, ça allait très bien. Avant, donc en 38, il avait son portrait sur New York Times, hein, comme ça, l'homme de l'année, hein. Oui, oui, oui. Il était même donc, je crois qu'il est nominé pour le prix Nobel de paix, mais avec la Pologne, ça s'est un peu gâté. Donc c'était un peu, je veux dire, il fallait quand même donner un peu une image genre, de lui seul qui fait ça, alors que les autres, ils sont pour rien. Mais enfin, quand même, le blé polonais, tout le monde en a profité, hein. Et encore une fois, voilà, je veux dire, on revient toujours à notre histoire des sous.
À partir du moment quand il a envahi les trucs là, donc il aura fallu leur quand même lui prêter de l'argent, enfin je veux dire au petit Adolphe ou aux Allemands, c'est comme on veut, mais officiellement c'était pas très simple. Et là, une idée du siècle, la Suisse. Oui, la Suisse qui devient d'un seul coup: «Oh oh, moi je suis prudent, moi je fais pas de guerre, moi je suis genre je garde ma neutralité». Oui, bah, vous savez, il y avait beaucoup de pays à l'époque qui voulaient garder leur neutralité et ça a pas empêché, le petit Adolphe d'aller les envahir, hein. Non, sauf que là, on fait donc la neutralité, mais aussi on fait le secret bancaire. Oui, ça a apparu juste à ce moment-là. Et donc, du coup, beh, tous les sous qui rentraient là-dedans, donc tout l'or, par exemple, hein, qui rentrait dedans et qui était prêté, donc ça pouvait circuler sans qu'on sache qui met de l'argent et qui le ressort. Donc ça, c'est la Suisse, c'est génial, je veux dire. La Suisse, c'est voilà, là, leur toujours petit côté prudent, machin, petit truc blanc là. Enfin, voilà, quoi, je veux dire, tout l'or des Allemands, c'est de là qu'il venait, hein, et c'est là qu'il était gardé. Donc voilà, donc, je veux dire, le pays le plus démocratique au monde, euh, je veux dire, mon arrière sur lequel je suis assis, hein. Bon, bref, donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, l'argent, elle est là. Mais surtout, regardez bien, on est donc un pays qui a droit à rien. En 1933, une année avant qu'on signe les trucs avec les Polonais, où tout le monde sont scandalisés, hein. Enfin, je veux dire, les trucs avec les Polonais, c'est leur donner surtout l'autorisation de passer par les territoires pour envoyer la Russie, hein. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des Français donc qui ont écrit dans leur journal, je crois qu'Écoute-moi, dans une page Paris-France, tout ça. Enfin, maintenant, après, ils disent que bon, ben, c'est pas bien, mais enfin, ça existe. C'est un document qui existe quand même. C'est un document français qui dit bien qu'à la base, ils voulaient envahir la Russie. Mais bon, comme il y avait un peu faim et comme il y avait ce problème de crise mondiale, là, enfin, en 29, voilà, qui ne se relie absolument pas avec la Seconde Guerre mondiale, voilà. Mais bon, il y avait une urgence de manger. Donc la Pologne passait en premier. Après, donc tous les autres. Mais ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que voilà, en 33, donc je dis, on signe un pacte de 4, donc genre un pacte d'amitié entre les Anglais, les Français, les Italiens et les Allemands. Donc on dit toujours que oui, les Russes, ils ont signé un pacte de non-agression en 39, en 33, les autres, donc ils ont signé un pacte. Après, on veut dire oui, en 33, ils ne savaient pas ce qui se passe. D'accord, d'accord, d'accord. La Pologne en 34, mais enfin, en 38, on signe les pactes de non-agression. Enfin, je dis tout le monde dépasse, hein. Donc les Italiens, enfin, non, les Italiens, c'était des amis, des amis. Voilà, donc en revanche, la France et les Anglais, donc c'est un pacte de non-agression. Avant les Russes, hein, ils ont signé ça, enfin, je dirais un tout petit peu avant. La Pologne était déjà bas, hein. Voilà, donc, enfin, je dirais, ils y sont tous passés, hein, entre des pactes d'amitié, des pactes de collaboration industrielle ou alors des pactes de non-agression, ils y sont tous passés. La Russie était la dernière. Donc, il faut quand même pas trop, hein, n'a pas l'oublier. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un seul coup, quelque part, toute l'Europe, à un moment donné, travaillait pour le grandissement de l'Allemagne. Et tout ça, ça a été fait avec énormément d'investissement et de l'argent américain. Vous savez par qui étaient filmés tous ces petits films d'Adolphe, là? Avec le petit air, avec le petit avion qui tournait, etc. Je dis, par qui était faite la propagande de petit Adolphe? Hein? Elle n'était pas faite par des Allemands, non, elle était faite par Hollywood. Il y a encore un autre bouquin, excellent bouquin qui parle de ça, américain d'ailleurs. Je vous les mettrai dans les petits titres. Donc voilà, je veux dire, les États-Unis, ils ont investi énormément. Ils ont investi énormément parce qu'ils avaient besoin de cette guerre. Ils avaient besoin de cette guerre parce qu'il fallait vendre leur Camelot. La France, l'Angleterre, l'Europe, elle sort de cette guerre dévastée totalement. Et là, les Américains, ben voilà, voilà, comme ça, plus de 70% de niveau de vie. Les Russes, ils ont perdu 30%. Les Anglais, je crois que c'est 0,8% et la France 1,5%. Disons que la France et l'Angleterre n'ont pas énormément souffert, quoi. Oui, enfin, comment dire, les Américains, ils ont perdu 418 000 personnes mortes. Les Anglais, 450. Les Français, 600 000. 600 000. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était pas des bombardements allemands. Non, 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 non. Les Français, ils ont perdu beaucoup, beaucoup de gens grâce au bombardement des Alliés. Voilà. Les Américains, quand ils sont venus, ils ont tout rasé. Et après, ils sont gentiment venus pour dire, tiens, on vient pour vous aider à tout reconstruire. Et heureusement qu'on avait un monsieur au pouvoir à l'époque qui s'appelait Charles de Gaulle, hein, et qui a dit que, écoutez, moi, c'est simple, moi, vos dollars qui s'échangent contre l'or, moi, je préfère avoir l'or que les dollars. Donc, du coup, il a mis tous les dollars dans les bateaux, il les tous envoyés, il a récupéré l'or en échange, et les Américains n'étaient pas très contents. Mais bon, étant donné que c'est le seul qui a fait ça, bon, ça allait. Mais enfin,
qui est intéressant, c'est que c'est à la même époque aussi qu'il s'est dit, tiens, et si je crée un franc CFA, voyez? Enfin, je sais pas si c'est les Allemands qui l'ont donné idée ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, en ce qui concerne la France, c'est un vrai patriote qui est vraiment, enfin, je veux dire, qui a tout fait pour que la France garde sa souveraineté. Mais bon, voilà. Après, donc, la guerre, voilà. Dire que Poupou, il a envahi l'Ukraine de même sorte que les Allemands envahissent l'Autriche. Déjà, on dit pas qu'ils l'ont envahi, on dit qu'ils l'ont, enfin, comment dire, ils l'ont, enfin, c'était un petit hold-up, voilà. C'est même pas dit, enfin, qu'ils ont, enfin, c'était un petit hold-up. Et puis après, la Tchéquie, ben oui, parce qu'il y avait beaucoup d'or là-bas, donc ils ont utilisé l'or de Tchécoslovaquie. Puis après, par la suite, enfin, je veux dire, il y avait toute une structure internationale pour cette seconde guerre. On avait la Suisse qui servait de porte-monnaie, que ce soit pendant, que ce soit avant, que ce soit après la guerre. On avait quand même, enfin, je veux dire, toute l'industrie américaine qui a investi énormément. Vous savez quoi? On dit que oui, les Alliés, tout ça. En 1941, Monsieur Truman, le 24 juin, dans le journal Le Monde, non pas Le Monde, le New York Times, c'est ça, New York Times, écrit texto que il va voir comment ça se passe là-bas. Si ça va être des Russes qui vont donc gagner, il va soutenir les Allemands. Et si ce sera les Allemands, il va soutenir les Russes. Mais quoi qu'il arrive, il disait texto que cette guerre, elle était bénéfique pour les Américains. Monsieur Truman, qui est devenu quand même président, hein, je veux dire, des États-Unis. Voilà. Donc, je veux dire, voilà, ils ont ouvert le second front. Enfin, les Russes appellent ça un second front. Je veux dire, les Allemands, ils sont venus en Europe en 1944. Staline écrivait en 42 en disant, là, toute l'armée, elle est sur notre territoire, toute l'armée allemande. C'est le moment d'aller, enfin, je veux dire, de venir libérer l'Europe. Non, ils n'ont pas bougé, quoi. Ils ont attendu 44. Ils ont attendu quand les Russes étaient en Allemagne pour ouvrir le second front. Et ça les a permis après, ben, enfin, d'avoir leur petite négociation là, à Yalta et compagnie. Sinon, sans ça, il y avait rien, quoi. Mais encore une fois, je veux dire, les Américains, ils ont, désolé de le dire, ils ont fait cette guerre, ils ont provoqué cette guerre, ils se sont enrichis sur cette guerre, et encore aujourd'hui, ils se présentent comme des sauveurs. Pardon, mais non, quoi. Non. Et de dire que Poupou, c'est comme Hitler, excuse-moi, mais je crois pas du tout que, voilà, enfin, non. Non, 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 non. Je veux dire, les Russes, c'était le peuple qui a souffert le plus et qui était le plus grand butin que tout le monde voulait avoir. Parce que l'Europe, elle ne s'est pas vraiment défendue. Quand il y a des pays dans lesquels les Allemands, ils sont rentrés comme ça en joie, quoi. Oui. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Et si aujourd'hui, on compare Poupou à Hitler, ben, on oublie aussi de dire qu'il y a aussi un pays très endetté sur lequel il y a une énorme, énorme mainmise des Américains, surtout des finances, qu'on a une énorme, énorme crise qui se prépare là-bas et qu'on a besoin qu'il y ait une Europe faible, en tout cas très affaiblie, avec un pays qui est complètement à la mainmise des Américains pour justement pouvoir s'en sortir. Les Américains, ils s'enrichissent aux guerres européennes. Ça a été toujours comme ça. Enfin, et c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas dans leur tête. Donc voilà. Voilà, je veux dire, je m'énerve un petit peu, mais enfin, c'est tellement énorme comme truc et c'est tellement, enfin, c'est incroyable que personne, c'est juste logique, quoi. On a une énorme, énorme, enfin, en 29 crise aux États-Unis. On a l'Allemagne qui, donc, il n'y a rien et d'un seul coup qui devient toute puissante. On a, enfin, je veux dire, bref, voilà. Je vais m'arrêter là, donc, sur cet épisode-là. Je continuerai une autre fois pour vous donner un peu plus d'explications. Mais là, encore une fois, voilà, la guerre, la Seconde Guerre mondiale, elle n'est pas démarrée parce que Hitler était genre vexé ou humilié. Non, c'est parce que cette guerre qui était préparée pendant au moins 15, voire 20 ans par une autre puissance qui avait tout à gagner que cette guerre-là se passe. Elle avait tout à gagner que l'Europe soit détruite et il avait tout à gagner d'envahir la Russie. Et ce n'était pas la Russie. Voilà. Alors après, bon, allez. À la prochaine.